Non, mais parce que faut quand même savoir que cette vidéo, c'est la deuxième fois que je la tourne, hein. Je, je n'y arrive pas. C'est une catastrophe. Alors que dans toute l'Amérique latine, du Mexique à l'Argentine, on parle espagnol, pourquoi le Brésil est-il le seul pays du continent où on parle portugais? Eh bien la réponse se trouve dans l'histoire. En effet, on doit retourner à la période des grandes découvertes pour comprendre. Il faut déjà savoir comment les Européens se sont retrouvés en Amérique pour comprendre la suite. C'est pourquoi on a besoin de retourner à cet élément de contexte. Cette expression renvoie aux découvertes maritimes ayant eu lieu entre les 15e et 16e siècles et menées par les Européens. On a coutume d'arrêter cette période à 1522, date de la première circumnavigation. Les grandes découvertes allaient donner naissance aux premiers empires coloniaux de l'histoire. Au XVe siècle, l'Europe sort peu à peu du Moyen-Âge et de la guerre de 100 ans. Cela entraîne un renouveau démographique et économique, c'est-à-dire que la population augmente ainsi que le besoin d'or et la demande de produits de luxe. Cependant, un nouvel acteur s'impose en Méditerranée et bouche les accès des routes commerciales vers l'Asie, c'est l'Empire ottoman. Problème, ça ne va pas du tout. Ainsi, les grandes découvertes sont une stratégie de contournement puisque le but est d'atteindre l'Inde sans passer par l'Empire ottoman. Ok d'accord, tout ça c'est très bien, mais et le Brésil dans tout ça vous me direz? Eh bien ne vous inquiétez pas, j'y viens. Mais avant, il faut faire un rappel sur la situation de la péninsule ibérique à cette époque. Elle est composée d'une part du royaume du Portugal et d'autre part du royaume de Castille, c'est-à-dire les Espagnols. Sans rentrer dans les détails, l'unification du territoire portugais prendra fin en 1249 lors de la bataille de Faro. Ok. L'unification du territoire portugais est alors achevée tandis que la Reconquista espagnole prendra fin en 492 et la prise de Grenade, qui est donc le dernier bastion musulman de la péninsule. Il faut bien comprendre que l'exploration était une nécessité pour le Portugal. En effet, c'est un petit pays sans grandes ressources naturelles et qui, après l'unification de son territoire et la mise en place d'une nouvelle dynastie, devait partir à l'aventure. C'est l'aventure. À la recherche de ressources étrangères, le Portugal s'engage dès le XVe siècle dans l'exploration de la côte ouest africaine et y fonde au fur et à mesure des comptoirs commerciaux. C'est ainsi que naît progressivement l'Empire du Portugal. Ce n'est que plus tard, en 1498, que le Portugal, sous l'impulsion de Vasco de Gama, arrive en Inde. En fait, quand Colomb propose son projet à la couronne... C'est compliqué de parler. J'en étais où? Quand Christophe Colomb propose son projet à la couronne du Portugal, qui consiste donc à trouver les Indes en passant par l'océan Atlantique, le Portugal s'est déjà engagé dans une autre voie, qui était donc celle de contourner l'Afrique. Accepter le projet du Génois, c'était tirer un trait sur tout ce qui avait été fait auparavant et dont on sentait le but tout proche. Les Espagnols n'adoptent pas la même tragédie, mais... c'est pas une tragédie. Mais pourquoi je dis ça? Les Espagnols n'adoptent pas la même stratégie et envoient Christophe Colomb trouver les Indes par une traversée de l'océan Atlantique. Il revient de son voyage en 1493, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que Christophe Colomb ne s'est pas jeté comme ça, totalement au hasard, vers un océan... voilà, genre vers un océan dont on connaissait rien. En fait, notamment parmi les Portugais, beaucoup se doutaient de l'existence de terres à l'ouest, mais sans en avoir véritablement la preuve, parce que personne n'y était allé. Un autre fait, c'est que, à cette époque-là, on savait que la Terre était ronde. Le mec, il est pas parti en se disant « Ouais, ben je vais voir, et puis ça se trouve, je vais tomber dans le néant, et voilà. » Non. Un autre point fondamental qui a permis à Christophe Colomb de traverser l'Atlantique, c'est les innovations technologiques. Sans rentrer dans les détails, on va quand même en nommer quelques-unes, notamment la caravelle manœuvrière, le gouvernail des tambours et la boussole. Ok, toutes ces expéditions bouleversent profondément la vision que les Européens ont du monde. Après le retour de Colomb, les couronnes ibériques souhaitent s'emparer des nouveaux territoires. Jusque-là, c'est logique. Des négociations sont immédiatement mises en place pour éviter la guerre. Parce que si on sait pas à qui ça revient, on se dispute et après il y a la guerre, voilà. C'est ainsi qu'en 1494, à Tordesillas, le pape Alexandre VI départage le monde inconnu en deux parties. Une ligne imaginaire est tracée de pôle à pôle, située à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert. Les territoires situés à l'est reviennent aux Portugais et ceux à l'ouest aux Castillans. Plus tard, en 1529, lors du traité de Saragosse, une deuxième ligne de partage est tracée dans le Pacifique.
Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les Européens ignorent quasiment tout du Nouveau Monde. Et d'ailleurs, le Nouveau Monde, c'est une expression qui renvoie à toutes les terres découvertes par les Européens au-delà de l'Atlantique. Donc, ça désigne l'Amérique, mais aussi l'Océanie. Le Nouveau Monde est considéré comme terra nullius, c'est-à-dire littéralement une terre sans maître. Cela signifie que les Européens font complètement abstraction des entités politiques qui régnaient sur ces nouvelles terres. De fait, avec le traité de Tordesillas, le Portugal et la Castille se rendent théoriquement maîtres d'une partie du Nouveau Monde. J'insiste bien sur le fait que pendant un certain temps, cette domination n'est restée que théorique. En fait, elle était plus administrative qu'effective. En effet, il faudra attendre l'arrivée des conquistadors au XVIe siècle pour que la domination sur ces territoires soit pleinement effective. En gros, ça veut dire que de leur côté, les Européens se sont attribués une partie du monde, mais que les peuples qui vivaient sur cette partie du monde concernée n'étaient pas vraiment au courant de ce qui se passait, hein, voilà. On fait comme si les Aztèques, les Mayas n'existaient pas. Cependant, en 1494, lors de la signature du traité, le Nouveau Monde est encore peu connu. Si bien que quelques années plus tard, en 1500, le Brésil est découvert par le navigateur portugais Pedro Álvares Cabral, et il se trouve qu'il est situé à l'est de la ligne de partage du monde et revient donc au Portugal. L'expédition de Cabral, elle est bien préparée, ils partent de Lisbonne en 1500 avec 13 navires. Mais pour une raison inconnue, ils dérivent vers le sud-ouest et arrive au Brésil le 22 avril 1500. En fait, ce qui est frappant, c'est que dans la description des contemporains, la découverte du Brésil ne suscite aucun étonnement particulier. Beaucoup d'historiens pensent qu'à l'époque, on savait, ou du moins on se doutait de l'existence de terres à l'emplacement du Brésil. De là à savoir si on les avait vus de loin, si on y était déjà allé, ou si c'était juste une idée sortie de nulle part. Ça, c'est une question qui reste en débat. Non mais attendez, mon truc ils sont encore éteints. Il a plus d'espace. Je sais même plus où j'en étais. Mon téléphone s'est éteint pendant que j'étais en train de filmer. Super, du coup je recommence. J'en étais où ? Bref, vous l'aurez compris, ce partage du monde se fait en huis clos entre le Portugal, la Castille et la Papauté, sans grande connaissance de ce nouveau monde. Dans un premier temps, ça a permis d'éviter les conflits, puisque chacun se voyait attribuer une zone libre d'exploration et d'expansion. En gros, chacun savait ce qui lui revenait, donc pas de dispute, tout va bien. Mais cela engendrera des tensions plus tard avec les autres puissances européennes, notamment la France et l'Angleterre, qui se voient refuser tout droit sur le Nouveau Monde. Forcément, ils sont un petit peu jaloux, quoi. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Pour conclure cet épisode, nous avons donc vu que la présence portugaise au Brésil relevait en fait du traité de Tordesillas. Je ne vais pas aller plus loin dans les questions de colonisation et d'occupation du territoire, mais ne vous inquiétez pas, ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, moi c'est vraiment un sujet que j'adore. Et d'ailleurs, si vous voulez que je fasse un autre épisode sur les conquistadors ou la colonisation ibérique, mais plutôt du côté des Espagnols, etc., vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ce sera avec un grand plaisir. Aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux, voilà, c'est la base. Si vous avez des remarques ou des conseils, faites-le moi savoir parce que vraiment, avec plaisir. Je vous dis à la prochaine, bisous. Putain, c'est de la merde, il y a tout 6 minutes. Bon. Merde. Oh, ça me fait chier.